Bonjour à tous, Arthur Charpentier, je suis actuellement professeur au département de mathématiques à l'Université du Québec à Montréal et je vais venir vous parler un petit peu maintenant d'assurance, donc c'est l'angle que Roland m'avait demandé de prendre, donc de parler de l'assurance en lien avec ces problématiques d'incertitude. Alors j'ai donné un sous-titre à mon intervention des incertitudes individuelles aux certitudes collectives. J'essaierai un petit peu d'expliquer ce que j'entends par ce questionnement peut-être un peu philosophique. Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est comme je vais parler d'assurance, je vais essayer d'expliquer comment est-ce qu'un assureur calcule les primes d'assurance et les questions qui vont être associées en particulier. On verra quand un assureur accepte de couvrir le risque porté par un assuré, une fois qu'il a fixé le montant de la prime, il lui reste à sa charge une grande part de l'incertitude qu'il va quand même falloir traiter, couvrir et analyser, enfin, mesurer en tout cas. Voilà. Donc je parlerai des questions un peu associées à ces problématiques de calcul de primes. Et je reviendrai aussi sur des aspects un peu historiques, puisque en fait, l'assurance a beaucoup de liens avec l'histoire des probabilités, puisque l'assurance est très très liée à ces problématiques d'incertitude et de la version mathématique qu'on en a depuis au moins un siècle, qui sont les calculs des probabilités. Alors, je vais juste peut-être faire une toute petite digression pour commencer. Je vais parler un peu de génération de hasard, en fait. Euh, pour illustrer un petit peu ce qui se passe du point de vue d'un assureur quand il décide de couvrir des assurés, je vais simuler des accidents. D'accord. Donc, j'aurais pu m'amuser à lancer des dés. En fait, c'est la méthode historique la plus simple pour générer du hasard. Je vais utiliser l'ordinateur. Alors, je vais revenir un petit peu sur le concept de générer du hasard, parce que en fait, c'est un problème conceptuel compliqué. Et en particulier, les réponses qu'ont proposées les mathématiciens peuvent être un peu perturbantes. Donc, je vais juste peut-être faire une petite introduction sur la génération mathématique du hasard. Historiquement, en fait, les grands développements ont eu lieu il y a 60-70 ans, à l'époque du projet Manhattan aux États-Unis. L'idée était de simplifier un peu les algorithmes numériques de calcul d'intégrales en grande dimension. Alors, je ne vais pas vous faire le lien entre les aspects numériques des calculs numériques et les probabilités, mais disons qu'en faisant des simulations, on peut approcher très facilement des intégrales en très très grande dimension de manière très rapide. Mais ça nécessite de pouvoir générer des nombres au hasard. Voilà. Donc, c'était compliqué à l'époque parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs. Donc, il y a des livres qui sont parus. Donc, par exemple, ici, je vous ai mis le livre qui est paru, qui a été publié par le Rand dans les années 50, qui vous donne sur des pages et des pages des nombres aléatoires. Voilà. Donc, si vous voulez aller voir, il y a une discussion assez marrante sur Amazon quand vous regardez un petit peu les commentaires. Pas mal de gens demandent, par exemple, une version audio de ce livre-là. Donc, voilà, c'est de l'humour de mathématicien, certes, mais l'idée de ces tables de nombres aléatoires sont importantes parce que créer des suites aléatoires de nombres, c'est compliqué. Donc, ici, on a des nombres à 5 chiffres. Donc, le plus simple, c'est de se dire que ce sont les nombres après la virgule. Donc, c'est du 0, par exemple, le deuxième, c'est 0,37542. Tout ça, ça va vous donner des nombres qui sont répartis entre 0 et 1. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on peut montrer que si on sait générer du hasard sur l'intervalle unité, sur 0,1, on peut générer toutes sortes de lois. Alors, je reviendrai un petit peu aussi sur l'histoire des lois, parce que c'est souvent la question que je posais au tout début, qui était ces certitudes collectives. La certitude va prendre la forme de loi, donc on va avoir des lois de probabilité. Mais donc, le hasard, ça va être ça, ça va être ces nombres-là, et le RAND vous garantit que ces nombres-là sont uniformément tirés dans l'intervalle 0,1. Donc, ils vont être uniformément tirés dans l'intervalle 0,1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez les 100 000 chiffres qui sont générés là-dedans et que vous faites l'histogramme, vous allez avoir un histogramme qui est très très plat parce que vous avez autant de chances de tomber dans les 10% les plus petits que de tomber dans les 10% les plus grands. Donc, c'est ça l'uniformité du hasard. Mais il y a aussi une propriété très importante et qui est assez compliquée à récupérer, c'est une notion de non-prédictibilité. Si jamais je tire un nombre au hasard et que je vous dis que je suis tombé sur 0,43 973, ça ne devrait pas vous donner la moindre information sur ce que pourrait être le nombre suivant. Il n'a aucune raison d'être plus grand, il n'a aucune raison d'être plus petit. Il va être tiré de manière complètement indépendante. Et c'est cette indépendance qui est parfois compliquée à récupérer. Donc, tirer des nombres au hasard, ça va être avoir un générateur. Donc, maintenant, n'importe quel ordinateur est capable de le faire, de vous donner un nombre au hasard, uniformément tiré sur l'intervalle 0,1, et dont tous les tirages seront supposés indépendants les uns des autres. Alors, générer du hasard, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est difficile de dire que les nombres sont au hasard. Encore une fois, ça paraît assez surprenant de se dire ce livre-là, c'est des nombres tirés au hasard, puisque les nombres ont été tirés, c'est fixé. Et on peut vraiment se demander, est-ce que c'est vraiment des nombres tirés au hasard? Puisque ça n'a pas été, c'est pas des gens qui se sont amusés à lancer des dés à 10 faces en se disant, je vais récupérer tous les nombres et je vais les mettre à la suite dans le livre. Okay, les nombres au hasard, c'est aussi compliqué parce qu'on a beaucoup de théorèmes de proba. C'est le fameux théorème du singe qui tape au hasard sur une machine à écrire et qui écrirait 1 million de fois l'œuvre de Victor Hugo au complet, en final. Et effectivement,
le hasard peut prendre des formes inattendues. Il y a cette petite illustration d'Hilbert qui vous dit, bah, voilà un générateur de nombres aléatoires qui vous sort 6 fois le nombre 9. Et la question naturelle, c'est mais c'est vraiment du hasard. Et c'est effectivement un problème, on ne peut pas savoir. C'est que si jamais je tire une infinité de fois des nombres entre 1 et 10, ou plutôt entre 0 et 9, dans ces cas-là, c'est tout à fait possible d'obtenir 6 fois de suite le nombre 9. C'est assez rare, enfin, on peut calculer la probabilité, mais il y a à peu près une chance sur 1 million d'obtenir 6 fois le nombre 9 à la suite. Mais si jamais je génère une infinité de chiffres, je vais avoir cette séquence où les 9 se répètent 6 fois, je vais l'avoir plein de fois, je vais l'avoir en théorie une infinité de fois. Donc ça, c'est le premier point, c'est que c'est compliqué de savoir ce que c'est que du hasard. L'autre point, et je voulais juste en parler parce que je pense que ça fera écho à d'autres conférences que vous aurez, c'est que générer du hasard, d'un point de vue mathématique, c'est quelque chose qui est très très simple, ça repose sur de l'arithmétique. Je vous ai mis ici des formules. L'idée, c'est pas de passer des heures dessus, mais en fait, c'est ce qu'on appelle des générateurs congruentiels. Donc, on utilise des propriétés d'arithmétique. Donc, typiquement, on va prendre des nombres relativement grands et ça va me permettre de générer, par exemple, ici des nombres uniformément tirés entre 1 et m, m étant relativement grand, c'est 10 puissance 32 moins 1. D'accord. Donc, c'est un chiffre très très gros. Et la manière dont ça va être généré, c'est quelque chose de purement déterministe et de linéaire. Donc, je vais prendre le dernier chiffre, je vais multiplier par A, qui sera un nombre relativement grand, c'est 16 807. Ici, c'est le générateur de mémoire qu'utilise MATLAB ou des logiciels mathématiques, ce qui fait 7 puissance 5. Et en utilisant des propriétés d'arithmétique, en fait, on peut garantir que cette suite-là, elle est purement déterministe, mais elle ressemble à du hasard. Et ça, c'est quelque chose d'assez troublant, parce qu'en fait, les générateurs de nombres aléatoires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je comprends parfaitement la manière dont ils marchent. Okay, ça vous génère une suite déterministe. Mais malgré tout, je suis totalement incapable de prédire quoi que ce soit. Si jamais je vous dis que le nombre sur lequel je suis tombé, c'est 1 million, je n'ai pas la moindre idée de savoir si le prochain nombre sera plus petit ou sera plus grand. Je suis totalement incapable de prévoir une suite déterministe, à moins de faire les calculs, bien sûr, mais disons de manière un petit peu intuitive, je suis incapable de vous dire quoi que ce soit sur la prévision de ce que je pense savoir juste après. Donc je comprends l'algorithme, mais je ne suis pas capable de prévoir. Et ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on voit arriver en intelligence artificielle et en apprentissage machine, qui est au contraire l'idée de construire des boîtes noires qui sont capables de faire des très très bonnes prévisions, mais qui comprennent absolument rien. Pensez juste aux traducteurs automatiques en ligne. Ils sont capables de traduire des textes en italien, en français, mais malgré tout, la traduction, le traducteur, entre guillemets, qui vous fait la traduction, n'a pas la moindre idée de ce que c'est que l'italien, ce que c'est que le français, et du sens de la traduction qu'il vous donne. Donc on est capable de prévoir des choses sans comprendre. C'est le problème des boîtes noires. Donc on a ce questionnement. Je crois que de mémoire, c'était le titre d'un livre, on est capable de prévoir, de comprendre sans prévoir et de prévoir sans comprendre. Et je trouve que les générateurs de nombres aléatoires sont typiquement ce premier exemple où on est capable de comprendre ce que ça fait, mais malgré tout, ça ne nous donne pas d'outils pour prévoir. Voilà, je laisse juste cette pensée, parce que je pense qu'elle est intéressante dans les problématiques d'incertain. On n'est pas capable de prévoir quoi que ce soit avec ces générateurs de nombres aléatoires, et je vais en utiliser pour vous générer un petit peu des accidents parmi les populations. Donc, je vais commencer par décrire un peu l'assurance. Alors, je pense que, hormis peut-être les plus jeunes, vous savez tous ce que c'est que l'assurance, essentiellement parce que vous en avez. L'idée de l'assurance, c'est assez simple. C'est qu'il y a une compagnie qu'on va appeler un assureur. Alors, je parle d'un assureur d'un point de vue générique, c'est-à-dire que ça peut être une mutuelle, mais pas forcément une société par action. Il y a des petites subtilités, mais disons, pensez à une mutuelle d'assurance, si jamais c'est chez une mutuelle que vous êtes assuré pour votre voiture, pour votre maison, pour votre santé, ce genre de choses. Et les gens vont éventuellement aller souscrire un contrat auprès de cet assureur pour transférer un risque. Donc, ils ont un risque, potentiellement leur maison peut brûler, ils peuvent conduire et avoir un accident, potentiellement ils peuvent surtout blesser quelqu'un. Donc ça, c'est la notion de responsabilité, c'est quelque chose qui est important, c'est qu'on a surtout envie de couvrir les dommages qu'on cause aux autres. Okay, c'est qu'autant si jamais j'abîme ma voiture de ma faute, j'ai envie de me dire peut-être que ce serait, j'ai le droit de le payer. Voilà, j'ai raflé l'arrière de mon auto, peut-être que ce serait pour moi. Par contre, ce qui est un peu plus gênant, c'est que si jamais je percute quelqu'un, je préférerais pas que ce soit moi qui paye parce que ça risque de coûter très 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 cher. Donc c'est là-dessus que donc la plupart des assurances de responsabilité sont obligatoires, en tout cas en France, et c'est là-dessus que l'assureur intervient. Alors je vais supposer pour commencer que la population est ce qu'on appelle homogène, c'est-à-dire que tout le monde a à peu près les mêmes caractéristiques, en tout cas en termes de risque. Alors cette histoire d'homogénéité, elle va être importante. Alors juste peut-être la manière dont les contrats vont être souscrits. Les contrats vont être souscrits avec l'assureur. Les contrats, c'est écrit dans le Code civil, ces contrats sont ce qu'on appelle des contrats aléatoires et sont précisément là pour faire face à des événements incertains. Donc le point de départ de l'assurance, c'est que ça ne peut exister que s'il y a de l'incertitude de la part des deux parties. Pour l'assuré,
il y a une incertitude de ce qui va se passer. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, on ne sait pas si on va avoir une maladie grave, ce genre de choses. Okay, il doit y avoir une incertitude fondamentale et l'assureur aussi doit ne pas savoir. C'est-à-dire que l'assureur, en tout cas, on gardera l'incertitude individuelle. Ce que moi, je vais vous montrer, c'est qu'en fait, on aura des théorèmes de maths, en gros, la loi des grands nombres et le théorème central limite, qui permettent de garantir une certaine régularité et qui permettent à l'assurance de fonctionner. Mais normalement, on est supposé, dans les contrats aléatoires, avoir un aléa et des événements incertains des deux parties. Okay, donc ça a posé beaucoup de questionnements, par exemple, au tout début de l'assurance vie. L'assurance vie a souvent été interdite, en particulier sous les pressions des autorités catholiques, puisque ça pouvait être une incitation au meurtre, par exemple. D'accord. Donc, aujourd'hui, on ne se pose plus la question en ces termes, mais voilà, historiquement, en tout cas, il y a eu des questionnements sur la portée morale, en tout cas, de ces contrats d'assurance qui sont gérés par ces contrats. Donc, comment ça va se passer, l'assurance? C'est simple. Le point de départ de la signature du contrat, c'est le paiement de la prime. Donc, l'assureur va demander aux assurés de payer une prime, ce que je vais noter ici P. Tout le monde va me payer P parce que je vais supposer que c'est cette histoire de population homogène, tout le monde a le même risque, je leur demande la même chose. Et en contrepartie, donc tout le monde donne quelque part, tout le monde donne à la cagnotte. Donc historiquement, c'est ce qu'on va retrouver dans les fonctionnements de tontines, par exemple, qui existent dans certains pays en développement. Donc les tontines, c'est juste que tous les gens du village mettent de l'argent au pot commun et la personne qui aura un accident va se retrouver indemnisée. D'accord. Donc ça peut être un problème de récolte dans certaines tribus, ce genre de choses. Dans nos sociétés dites occidentales, l'assureur donc collecte les primes. Donc on a cet organisme, cette entreprise en fait qui va collecter les primes. Première étape. Et deuxième étape, si jamais des personnes réclament de l'argent, puisqu'ils ont eu un sinistre, dans ces cas-là, une indemnité leur est versée. Alors je mets un point d'interrogation parce qu'en fait, on a de l'incertitude profonde qui est que je ne sais pas combien ça va coûter. Et c'est là que la grande difficulté de l'assureur, c'est qu'il va falloir se mettre d'accord sur une prime. Donc, je vous parlerai des principes mathématiques qui permettent de calculer ces primes. Mais dans le cas des assurances non obligatoires, il faut quand même que l'assuré et l'assureur soient d'accord, dans le sens où il faut que l'assureur propose une prime qui soit acceptée en contrepartie par les assurés. Okay, dans le cas des assurances obligatoires, quelque part, il n'y a pas le choix. Donc, les gens sont tenus de prendre des assurances. Donc, les ententes sont interdites, mais disons, les assureurs ont quand même souvent une espèce de consensus sur ce que pourrait être une prime d'assurance. Si vous voulez, je pourrais revenir un petit peu là-dessus plus tard. Mais le point le plus compliqué, c'est que cette seconde partie, elle est complètement aléatoire pour l'assureur et ça peut lui coûter très, 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 très cher. C'est ce qu'on a vu dernièrement sur les histoires de perte d'exploitation dans le cas de la Covid. C'est que les primes avaient été fixées et tout d'un coup, l'État a dit que les restaurants devaient rester fermés et les bars. Et dans ces cas-là, il y a eu des pertes d'exploitation qui ont coûté très, très cher à tous les assurés. Okay. Donc, première question, c'est comment est-ce que je vais faire pour calculer cette prime d'assurance? Alors, je reste dans ce cas homogène pour commencer. Donc, je vais me donner une petite population qui contient environ 200 personnes. Okay. Et un certain nombre de ces personnes vont avoir des accidents. Alors, je vais supposer que les gens ont à peu près 7 chances sur 100 d'avoir un accident dans l'année et je vais générer des scénarios d'accidents. Par exemple, ici, j'ai 13 personnes qui ont eu un accident, donc c'est à peu près cohérent avec mes 7%, sur mes 200 personnes. Et je vais construire un histogramme. Donc, mon histogramme me permet de garder des traces de mes scénarios. Donc, par exemple, ici, on était à peu près à 6,5% de la population qui a eu un sinistre. Alors, je raisonne en termes de fréquence, je vais supposer que les coûts sont fixes. Donc, si vous voulez imaginer, vous vous dites, OK, le coût d'un sinistre, c'est 1 000 euros. OK. Donc, ce qu'on va dire, c'est que si jamais il y a 6%, 13 personnes dans la population qui ont eu un accident, ça m'a coûté 13 000. Voilà. Puis je vais regarder, en fonction des scénarios, combien est-ce que ça m'a coûté pour voir un petit peu comment est-ce que je peux fixer ma prime et surtout, quelle est l'incertitude que j'ai sur le calcul de ma prime. Donc ici, on était à peu près à 6,5%. Je génère un autre scénario, on a 15%. Donc, pardon, 15 personnes touchées, c'est-à-dire 7,5%. Donc, ma petite barre en rouge va devenir bleue, puis toutes mes nouvelles vont être mises en rouge. Et je vais m'amuser comme ça à générer des scénarios. Donc ici, on a toujours 15 personnes touchées. Cette fois-ci, avec ce scénario, on revient à 13. Ah, ici, c'est un scénario avec beaucoup de monde touché, puisque j'en ai 21 sur mes 200. Donc, on dépasse les 10% de personnes touchées dans le portefeuille. Puis, je vais m'amuser comme ça à générer plein de scénarios. D'accord. Donc, on a des générations de scénarios aléatoires à chaque fois. Et on voit comme ça la distribution de mes pertes que j'illustre ici en regardant le pourcentage de personnes touchées dans le portefeuille qui se construit. Alors, je vais juste en générer un peu plus. Voilà. Alors, ici, j'ai généré peut-être une centaine de scénarios. On a cette distribution. Alors,
Si vous vous souvenez de vos vagues cours de maths, peut-être que vous vous dites, non, ça me rappelle quelque chose, cette idée. En fait, la courbe qu'on obtient va ressembler à une courbe gaussienne, et c'est très lié à quelque chose que vous connaissez forcément, qui est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Okay, en l'occurrence, c'est plutôt le théorème central limite, mais c'est très lié à cette histoire de loi des grands nombres, sur laquelle je vais revenir un tout petit peu. La loi des grands nombres, vous l'avez forcément vu si vous êtes allé un petit peu au Palais de la Découverte, dans les musées des sciences et ce genre de choses. C'est ce qui illustre très bien la planche de Galton. Donc la planche de Galton, c'est ces billes qu'on fait tomber sur une planche de clous qui va être penchée, puis on regarde où tombent les billes au fur et à mesure. Alors je peux juste vous montrer peut-être sur un petit schéma ce qui se passe. Donc je vous ai construit ici une espèce de début de planche de Galton. Donc je vais commencer par mettre une bille en haut et je vais lui proposer de tomber. Donc elle tombe. Elle a une chance sur deux de tomber sur sa gauche, une chance sur deux de tomber sur sa droite. Okay. Donc, une fois arrivée sur le premier coup, elle choisit une direction, puis ensuite, la question va se reposer. Donc, je vais encore avoir une chance sur deux d'aller à gauche, une chance sur deux d'aller à droite. Puis comme ça, je vais descendre. Alors, on peut regarder les probabilités d'arriver sur chacun des clous. Okay. Une fois que j'aurai calculé les probabilités d'arriver sur chacun des clous, je pourrai voir où est-ce que j'arrive au final. Donc, le premier, c'est facile, il y a une chance sur deux d'arriver sur chacun des clous. Si je vais à l'étape juste après, c'est ce que vous voyez ici. Donc j'ai une chance sur 4 d'aller tout à droite. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je suis allé 2 fois à droite. Donc une chance sur 2 fois une chance sur 2. Tout à gauche, c'est facile, c'est une chance sur 2, une chance sur 2. Et pour aller au centre, là par contre, j'ai 2 fois plus de chance, essentiellement parce que en gros, il a fallu que j'aille une fois à droite, une fois à gauche. Okay, donc soit je suis allé à gauche au début, dans ces cas, je suis allé à droite ensuite, soit je suis d'abord allé à droite, puis ensuite à gauche. Donc j'avais 2 trajectoires qui m'ont permis d'arriver là. Et donc on voit qu'on a peut-être un peu plus de chance d'arriver au centre. Sur l'étape juste après, on le voit, j'ai une chance sur 8 d'aller tout à gauche. Okay. Pourquoi? Parce que j'ai fait une chance sur 2, une chance sur 2, une chance sur 2, donc une chance sur 8. Au centre, on est à 3 chances sur 8. Okay. Donc là aussi, calculez le nombre de trajectoires possibles et vous allez y arriver. Donc on voit arriver ce découpage. Je peux aller un tout petit peu plus loin, alors je le cache un petit peu, je suis désolé. On a une chance sur 16, 4 chances sur 16, 6 chances sur 16. Okay. Donc on a quelque chose qui doit vous faire penser à quelque chose que vous connaissez, c'est ce qu'on appelle les nombres du triangle de Pascal. Okay. Donc le 1, 3, 3, 8, 1, 4, 6, 1, 4, 1, c'est des nombres de Pascal, et c'est effectivement exactement ce qu'on obtient. Alors, en fait, ce triangle, en tout cas cette planche de Galton, je peux la biaiser un petit peu, dans le sens où au lieu de partir de mes clous qui étaient bien équilibrés, je peux les pencher un tout petit peu. Okay, donc ça va me permettre de faire dévier peut-être un peu plus la bille sur sa gauche plus souvent. Donc ici, je vais par exemple dire que j'ai 9 chances sur 10 d'aller sur sa gauche et une chance sur 10 d'aller sur sa droite. Ben dans ces cas-là, je peux continuer à faire mon raisonnement, mais mes nombres du triangle de Pascal vont continuer à s'appliquer. Mais c'est juste que je vais avoir des nombres qui vont. Je peux le calculer de manière assez simple en disant à chaque fois que j'ai une chance sur 10, 9 chances sur 6 d'aller d'un côté ou de l'autre. Okay, donc je vais continuer à récupérer quelque chose qui en fait va se rapprocher d'une gaussienne. En fait, ce qu'on peut montrer, c'est que je peux avoir une formule générique. C'est-à-dire que si jamais j'avais regardé n clous en hauteur et que je me demandais la probabilité d'arriver sur le km, dans ces cas-là, ce que je peux montrer, c'est que si jamais j'ai une probabilité P d'aller à gauche, 1 moins P d'aller à droite, où P est un nombre compris entre 0 et 1, dans ces cas-là, la formule, elle est relativement simple, c'est celle-là. C'est tout simplement P puissance k, donc ça veut dire que je suis allé k fois à gauche, donc il y avait une probabilité P fois P fois P fois P k fois. À droite, c'était 1 moins P fois 1 moins P fois 1 moins P, tout ça, n moins k fois. Et le nombre qui se trouve juste avant, c'est tout simplement de la combinatoire, c'est mes nombres de Pascal. D'accord? Donc, c'est les nombres de trajectoires possibles qui me permettent d'arriver sur ce truc-là. Et cette distribution, c'est ce qu'on appelle la loi binomiale. Et en fait, ce qu'avait montré De Moivre, alors Laplace, elle a obtenu le même genre de résultat, c'est que cette distribution binomiale s'approche très fortement d'une loi gaussienne. Donc, la loi gaussienne, c'est cette jolie courbe en cloche qu'on va retrouver à plein d'endroits en statistique et qui est cette jolie distribution qu'on va nous aussi obtenir en fait dans notre problème. D'accord? Donc, la distribution qu'on obtenait, si jamais j'avais non pas arrêté au bout de 100 tirages, mais que j'en avais fait 10 000, j'aurais obtenu cette belle courbe qui ressemble à une gaussienne. D'accord? Donc ça, c'est un résultat qui est relativement important pour l'assureur parce que ça lui permet de voir un petit peu quelle est l'incertitude qu'il a sur le nombre de personnes qui vont être touchées dans l'année, sur les 200 personnes qui sont engagées à indemniser. Okay? Alors, je vais faire une autre petite parenthèse parce qu'elle est importante pour l'assurance. C'est non pas ce qu'on appelle la loi des grands nombres, c'est la loi des petits nombres. Donc la loi des petits nombres, elle est basée sur le fait que les probabilités de survenance des événements sont relativement rares. Alors je vais m'expliquer. Prenez ce qu'on observe, alors vous le voyez peut-être assez mal, mais je vous ai fait un petit échiquier. Donc un petit échiquier avec 10 fois 10 cases, donc j'ai 100 cases en tout, et je vais m'amuser à lancer des pierres dessus. D'accord? Donc je vais me prendre une centaine de pierres, et je vais m'amuser à les lancer et voir où est-ce qu'elles tombent. Voilà. Donc j'ai lancé mes 100 pierres, et elles tombent un petit peu partout sur le damier. Et je vais m'amuser à regarder combien de cases n'ont aucune pierre.
combien de cases ont une pierre, combien de cases ont deux pierres. Okay, donc, vous pouvez vous amuser sur ce cas-là à faire le calcul. Alors, par exemple, ici, si vous regardez le nombre de cases qui ont un 0 pierre, par exemple, il y en a environ 35. Okay, donc, on les voit ici, elles sont légèrement bleutées. Et c'est ces cases donc, dans lesquelles il n'y a effectivement absolument rien. Si je regarde une case, on voit qu'on est un peu plus proche de 40%. Okay, donc, ce sont les cases ici qui apparaissent en bleu, dans lesquelles j'ai juste une pierre. Puis, je peux regarder avec deux pierres. Il y en a quelques-unes. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a une quinzaine. Je peux regarder avec trois pierres. Alors, j'en ai pas beaucoup. Je dois en avoir 5 ou 6. Okay, et je peux m'amuser comme ça à construire cet histogramme. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que cet histogramme, alors, la théorie nous devrait nous dire le nombre de pierres qu'on a, ça devrait suivre une loi binomiale. Donc, le théorème de De Moivre me dit que ça devrait être une loi normale. En fait, on n'est pas exactement dans les applications du théorème de De Moivre, parce que, effectivement, j'ai lancé 100 pierres. 100, ça peut paraître grand, mais la probabilité P, elle est très faible. Ici, elle est de 1%. Et quand vous utilisez le théorème central limite, quand vous avez certes des nombres qui sont importants, mais que les probabilités sont très faibles, dans ces cas-là, le théorème marche assez mal. Et en fait, il y a une loi qui marche beaucoup mieux. C'est celle que j'évoque ici. C'est celle qui a été proposée par Siméon Poisson, ce qu'on appelle la loi de Poisson. Okay, donc, si jamais je m'amuse à répéter comme ça mon expérience de lancer plusieurs fois 100 pièces, on voit cette distribution apparaître. Okay, donc, la distribution bleue, c'est les nombres empiriques que j'observe sur mon échiquier. Les points rouges, c'est la loi de Poisson de paramètre 1. Et on voit qu'elle marche très, très bien. Elle marche très, très bien. Elle permet alors, il y a une incertitude autour, forcément, puisque c'est des tirages aléatoires que j'ai faits, mais on voit qu'elle marche relativement bien. En fait, il a été montré, c'est les travaux qu'avait fait Bortkiewicz à la fin du 19e siècle. Il avait travaillé sur les ruettes de cheval dans l'armée prussienne, et ce qu'il avait obtenu, c'était que donc, il avait pris de mémoire 200 corps de cavaliers, et il avait demandé combien est-ce qu'il y a eu dans chacun des corps de personnes qui ont été blessées par ruettes de cheval. Donc, en l'occurrence, sur les 200, il y en a eu à peu près 110 dans lesquels il n'y a eu aucun accident, mais il y en a eu une soixantaine dans lesquels il y en a eu un, il y en a eu une vingtaine dans lesquels il y en a eu deux, puis on voit cette distribution qui décroît comme ça. Et en fait, la distribution qu'a obtenue Bortkiewicz, c'était exactement la distribution de Poisson. Donc, c'est un autre théorème qui avait été montré par Poisson, qui est de montrer le résultat qui se trouve là-haut, qui est qu'en fait, la loi binomiale, elle peut s'approcher d'une autre distribution, dès lors que en fait, la probabilité, si vous repensez à la planche de Galton, la probabilité de tomber à gauche, elle est relativement faible. Si le P est très faible, dans ces cas-là, la loi de Poisson est peut-être une meilleure approximation que la loi normale. Okay, ce n'est pas contradictoire, étant donné que la loi de Poisson, quand le paramètre lambda est relativement important, ça ressemble beaucoup à une loi normale. Donc les deux résultats sont relativement cohérents. L'approximation Poisson ou l'approximation normale de ma loi binomiale sont des choses qui se justifient. Mais cette loi de Poisson, elle est essentielle parce qu'en fait, c'est cette loi que vont utiliser énormément les assureurs. La fréquence de sinistre, je pourrais vous montrer des données de fréquence de personnes, d'accidents de personnes en assurance auto, par exemple, ça marche très très bien. Okay, la majorité des gens n'ont pas d'accident. Il y en a une petite proportion qui ont un accident, une proportion encore plus faible qu'en ont deux, qu'en ont trois, qu'en ont quatre. Okay, l'idée étant que vous êtes couvert sur une période donnée, donc une fois que vous avez signé votre contrat, vous pouvez avoir jusqu'à 50 accidents d'automobile, l'assureur est tenu de vous rembourser. D'accord ? Donc, ce qu'on peut montrer, c'est que la loi de Poisson marche relativement bien. Et en fait, c'est vraiment ce que disait Bortkiewicz, c'est dire les ruettes de cheval, c'est les accidents. C'est les accidents version 19e siècle. Mais aujourd'hui, on parlerait d'accident automobile, mais c'est exactement la même idée, quelque part. D'accord ? Donc ici, la probabilité pour qu'une personne ait un accident de ruette de cheval, elle est très faible. Okay, et on peut modéliser ça par cette loi-là. Donc la loi de Poisson est une loi qui est relativement importante. Je vais revenir un petit peu à mes histoires de calcul de primes. Donc on avait obtenu cette distribution. Okay, qui peut soit se voir comme étant une loi de Poisson, soit une loi normale, ça ne change pas grand-chose. Je vais schématiser par une loi normale pour qu'on puisse mieux voir. Donc, on a cette distribution en cloche. D'accord ? Donc, qui est à peu près, effectivement, centrée sur 7%. Et on pourrait se dire, peut-être que je pourrais demander ces 7% du coût d'un sinistre. Donc, supposons que mes sinistres coûtent 1 000 euros. Dans ces cas-là, je devrais demander une prime qui serait 7% de ces 1 000 euros, et donc je devrais demander 70 euros. Okay, donc, si jamais je demande à payer, tout le monde doit payer 70 euros de prime. Dans ces cas-là, on a une prime qui peut sembler juste dans le sens où, en moyenne, l'assureur pourrait payer. Okay, alors, cette prime, elle a du sens, c'est ce qu'on appelle la prime actuarielle en assurance et en économie de l'assurance aussi. C'est tout simplement, alors je vous ai mis la formule générique qui vous dit que c'est la fréquence moyenne multipliée par coût moyen. Donc moi, mon coût moyen, je l'ai pris comme étant constant égal à 1000 et je multipliais par cette fréquence. Okay, donc ma fréquence de sinistre, elle est à 7%, mon coût moyen est à 1000 euros, donc la prime pure, elle devrait être à 70 euros. Et cette prime, elle est intéressante parce qu'en fait, c'est un benchmark que vont calculer techniquement tous les actuaires qui me permet de voir quel serait le montant juste
mais juste dans tous les sens du terme. C'est à la fois, ça paraîtrait juste que les gens payent ce prix-là, mais on serait aussi tout juste. L'assureur devrait, enfin, devrait gagner de l'argent. En fait, ce qu'on peut montrer, c'est que si jamais j'ai une distribution relativement symétrique, et effectivement, dans 50% des scénarios, il va avoir assez d'argent pour payer. D'accord. Donc, il y aura des années où il aura 5% des portefeuilles qui est sinistré. Dans ces cas-là, comme il a demandé, pour avoir une prime qui colle avec ses 7%, il aura assez d'argent. Okay. Mais on a un petit souci, c'est que il y a quand même pas mal de cas pour lesquels on n'a pas assez, en fait. Donc, la prime, elle est trop juste. Okay. Donc, cette situation en rouge, c'est ce qu'on appelle l'insolvabilité. Et ça, c'est problématique parce que ça veut dire que l'assureur n'a pas assez pour indemniser les assurés. Donc, il y a généralement deux solutions envisageables. Soit on suppose que l'assureur a du capital, okay, donc il a de l'argent qui lui permet justement de faire face à cette incertitude. Soit il décide de faire payer une prime un petit peu plus élevée. Donc, il pourrait demander une prime un peu plus grande en se disant, bah, en moyenne, j'ai un peu trop d'argent, mais dans ces cas-là, je peux mettre en place ce système de prime et éventuellement, je pourrais offrir une compensation, par exemple, si jamais l'année se passe bien et que ce que j'observe sur ma fréquence correspond effectivement à ce que j'ai prévu, c'est-à-dire c'est 6%, c'est 7%. D'accord. Donc ça, c'est ce que font souvent les mutuelles d'assurance. Les mutuelles n'ont pas vocation à faire du bénéfice. Et donc, généralement, si jamais il y a un trop-plein qui a été perçu par les assureurs, dans ces cas-là, ils vont rendre l'argent derrière. Mais on voit que le calcul de cette prime est très incertain. Alors, le problème, c'est que c'est un montant qui est vraiment certain parce qu'il est défini dans le contrat. C'est-à-dire, au tout début du contrat, vous devez dire combien est-ce que vous devez demander à votre assuré. Et c'est là où les choses sont compliquées. C'est que vous avez envie de lui demander quelque chose qui soit juste pour lui, mais vous, en tant qu'assureur, vous voulez pouvoir satisfaire tous vos engagements. Si jamais vous demandez à tout le monde de payer 7% du coût, vous demandez à tout le monde de payer 70%, vous vous dites, bah, ce serait juste. Le problème, c'est que si jamais j'ai 10% de mon portefeuille qui est touché, je me retrouve avec un déficit. Et ça, ça demande une certaine forme de solidarité entre tout le monde en disant, OK, on a perdu de l'argent, si vous voulez, l'année prochaine, j'augmenterai un petit peu mes primes, mais restez avec moi parce qu'il va falloir qu'on se refasse une santé. D'accord. Donc, cette insolvabilité, elle pose un certain nombre de soucis. Alors, je peux aussi faire une petite parenthèse parce qu'en fait, ce genre de problème, on va le retrouver sur les organismes publics. De mémoire, il y aura une intervention sur le sujet de l'incertitude dans le cas des décisions publiques. Je peux vous raconter une petite anecdote, mais il y a quelques années, j'avais été consulté par un organisme public qui s'occupe de l'indemnisation des accidents médicaux. Okay. Donc, il s'avère que si jamais vous allez à l'hôpital, que vous êtes soigné, le personnel médical est couvert. Il y a toutes sortes de garanties de couverture pour les médecins et le personnel hospitalier. Il s'avère que si jamais l'infirmière, en faisant une prise de sang, se blesse ou malencontreusement se donne la maladie, par exemple. Donc, il y a des infirmières, par exemple, qui contractent des hépatites tout simplement à cause de mauvaises manipulations ou d'accidents. Okay. Dans ces cas-là, c'est géré par cet organisme qui est un organisme public. Okay. Donc, on voit, il fonctionne exactement comme un assureur. Sauf que comme c'est un organisme public, il est tenu d'avoir un budget chaque année qui va être qui va figurer dans le budget de l'État. Donc l'État va allouer une certaine somme d'argent à cet organisme public pour couvrir les accidents médicaux qui vont survenir pendant l'année. Et c'est la même question. Le calcul de la prime, c'est quel est le budget qu'il faut donner à cet organisme. Et en fait, quand ils étaient venus me voir, leur grande difficulté était comment est-ce qu'on discute avec des députés qui souvent maîtrisent mal ces concepts d'incertain pour leur dire que tarifier en prime pure et donner de l'argent pour qu'en moyenne l'organisme puisse indemniser, ça ne marchera pas. C'est que si jamais vous faites ça, effectivement, les premiers accidents arrivent et vous payez. Puis tout d'un coup, si jamais vous êtes sur une mauvaise année où il y a beaucoup d'accidents d'hépatite, vous arrivez en novembre et vous avez épuisé tout votre budget. C'est quoi la logique? C'est de dire, bah non, désolé, tout a été payé, donc je ne peux plus vous indemniser. On voit que ce n'est pas un fonctionnement optimal pour un organisme public. Donc assez naturellement, on a envie de dire, je vais demander un budget un peu plus élevé. Okay, de manière à ce qu'au moins je puisse couvrir 90% de ce que je pense payer. Mais ça pose d'autres soucis qui sont des problèmes que connaissent tous les organismes publics, qui sont, si jamais vous demandez un budget et que vous ne le dépensez pas, généralement l'année d'après, on va vous en sucrer une partie. Donc, ce mode de raisonnement ne marche pas du tout quand on gère ces situations incertaines, tout simplement parce qu'effectivement, on demande beaucoup. Mais ce qu'on espère, c'est tout simplement qu'on dépense beaucoup moins. On espère qu'il y aura beaucoup moins d'accidents que l'argent qui a été planifié. Donc on voit que cette notion d'incertain autour de cette valeur centrale qui est la prime pure et qui est en moyenne ce qui devrait permettre de payer, ça marche relativement mal d'un autre côté quand on s'intéresse à des financements publics. Okay. Donc ça c'était la première partie, mais en tout cas on voit que cette espérance, ce nombre moyen qu'on s'attend à payer, peut avoir du sens. Alors je vais aller un tout petit peu plus loin
en introduisant ce qu'on appelle de l'hétérogénéité. C'est-à-dire, on va supposer que les gens, ils peuvent être différents. Donc, par exemple, ici, j'ai une catégorie de personnes qui est un peu spécifique. D'accord ? Alors, je vais supposer qu'on a ce qu'on appelle de l'hétérogénéité observable, c'est-à-dire que je sais que ces gens sont différents, ils ont un risque différent, mais je l'observe. En l'occurrence, si vous regardez, ils ont des lunettes. Okay, je suis désolé, c'est tout ce que j'avais trouvé comme critère euh, pour pouvoir séparer. Donc, j'ai mis les gens à lunettes qui ont un risque plus élevé que les gens pas à lunettes. D'accord ? Donc, on va supposer, dans mon exemple, que les gens à lunettes ont plus d'accidents de voiture. Peut-être qu'on est autour de 13%, je ne sais plus quel chiffre, peut-être 11 ou 12%, je ne sais plus ce que j'ai étudié pour mes simulations, et que les gens qui n'ont pas de lunettes ont beaucoup moins d'accidents, peut-être autour de 3%. Puis de la même manière, je vais essayer de générer des scénarios pour voir ce qui se passe. Donc, par exemple, ici, donc, j'ai 200 personnes dans chacun des groupes. Okay, donc, par exemple, dans la population des gens sans lunettes, on voit qu'on n'a que 3 personnes qui ont eu un accident, contrairement aux gens à lunettes où on est plutôt sur 27. Okay, donc là encore, je vais tout stocker sur mon histogramme pour essayer de voir un petit peu la distribution et je vais m'amuser à générer des scénarios comme ça. Okay, donc on voit apparaître deux scénarios, enfin deux distributions, pardon, la simulation des bleus et la simulation des rouges. Donc les bleus sont les gens qui n'ont pas de lunettes et les rouges sont ceux qui ont des lunettes. Et je m'amuse comme ça à construire des histogrammes. Donc ici on voit, après pas mal de scénarios, on voit apparaître deux petites courbes qui nous font penser indépendamment aux deux courbes qu'on avait eues précédemment. Et c'est effectivement exactement la même chose qu'auparavant, dans le sens où si jamais je répétais ça 10 000 fois, j'aurais cette belle gaussienne à gauche pour mes personnes qui n'ont pas beaucoup de risques et cette belle gaussienne à droite pour mes gens qui ont un risque plus élevé. Okay, donc si jamais je schématise encore une fois, j'ai mes courbes gaussiennes. Et là se pose la même question. Comment est-ce que je calcule une prime là-dessus ? Il y a deux scénarios qu'on peut envisager. Premier scénario, c'est de se dire, je vais segmenter. Okay, les personnes à lunettes ont un risque plus élevé, je vais leur demander de payer une prime plus élevée. D'accord ? Alors ça pose un certain nombre de questions profondes qui est, est-ce que c'est pertinent de segmenter de cette manière-là ? Alors, première chose, il faut que ce soit observable. D'accord ? C'est que si jamais je suppose que dans ma population, il y a deux risques, mais que je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas proposer des primes différentes. Okay, donc là, en l'occurrence, les gens qui ont des lunettes, alors je suppose qu'ils viennent me voir avec leurs lunettes pour souscrire un contrat. D'accord ? Mais dans ces cas-là, je pourrais dire, comme vous êtes des gens à lunettes, je vais vous mettre dans la catégorie des gens à lunettes. Okay, alors, ça pose des questions, on le voit, des questions un peu philosophiques et d'éthique, en fait. Est-ce que c'est pertinent de se dire que les gens à lunettes méritent de payer plus cher ? Okay, ce que je montre un tout petit peu, c'est que ça peut avoir du sens d'un point de vue statistique, dans le sens où la fréquence de sinistre que j'observe pour la population à lunettes et la fréquence qui n'est pas à lunettes, elle est significativement différente. Okay, donc ça, c'est un concept de stats qui est assez connu. Les groupes sont suffisamment différents pour pouvoir dire qu'on a le droit de proposer deux primes qui sont différentes. Ce n'est pas un bruit statistique de variabilité, on est vraiment sur deux grandeurs qui sont statistiquement très différentes. Okay, donc, mais ce que je montre, ce n'est pas qu'il y a une relation causale. Ce que je montre, c'est que les deux variables ne sont pas indépendantes. Le fait de porter des lunettes et le fait d'avoir un accident ne sont pas manifestement indépendantes. Mais ça ne veut pas dire que c'est le fait que vous ayez des lunettes qui vous fait avoir plus d'accidents. Okay, donc ça, c'est un vrai souci qu'ont les assureurs. Ça pose des vrais problèmes qui sont ces réflexions causales, la différence entre la corrélation et la causalité, qui sont des vastes sujets, okay, mais qui se posent vraiment à des assureurs. Pour se poser la question de savoir si jamais j'ai le droit de tarifier de manière différente. Donc la première piste peut être de dire, effectivement, je vais demander des primes différentes. L'autre solution est de dire je ne segmente pas. Okay, alors ça peut être pour toutes sortes de raisons. Premièrement, ça peut être une raison légale. C'est que peut-être qu'il y a quelque part dans la loi où on nous dit qu'on n'a pas le droit de demander aux gens à lunettes de payer plus cher. D'accord. L'autre raison, c'est de se dire, alors certains appelleraient ça du militantisme d'assureur ou de mutuelle, c'est de dire moi je ne veux pas segmenter parce que je ne trouve pas ça juste. D'accord, donc on pourrait se dire non, je vais continuer à raisonner en moyenne, et là la moyenne est à peu près à 7%. Alors ça pose d'autres problèmes, toutes sortes de problèmes, parce qu'en fait, déjà, c'est pas forcément juste. Okay, c'est que peut-être que les gens à lunettes ont effectivement beaucoup plus de risques et peut-être que ce serait plus pertinent de leur demander de payer plus cher. Okay, peut-être que l'exemple des lunettes est mal choisi, mais pensez à des gens qui conduisent des voitures très sportives et qui conduisent mal. Si jamais vous avez une conduite peut-être un peu plus conservatrice, on va dire, peut-être que ça vous gêne de payer la même prime que quelqu'un qui conduit de manière beaucoup plus dangereuse et qui potentiellement peut causer des risques très très coûteux. D'accord ? Donc cette notion de solidarité, elle est compliquée. Alors d'un autre côté, en fait, c'est l'idée des mutuelles. Les mutuelles disent, on va assurer des gens dans une communauté qui se ressemble. C'est pour ça que la plupart des mutuelles sont corporatistes, en fait. Il y a la mutuelle des profs et des instits, il y a des mutuelles des artisans. Okay, donc l'idée, c'est quoi ? C'est que je suis prêt à partager mon risque avec des gens qui me ressemblent. Okay, donc ça, c'est quelque chose d'assez naturel. Et de dire, je suis homogène dans cette population de gens à lunettes. Voilà. Les gens à lunettes, on a une solidarité entre gens à lunettes et on est prêt à se couvrir entre nous. On est prêt à payer peut-être plus cher que le reste de la population, mais au moins on est entre nous. Okay, faire payer une prime unique à tout le monde, c'est potentiellement dangereux parce que
Supposons que vous décidiez de ne pas segmenter, mais que d'un autre côté, en face, vous ayez un assureur qui, lui, décide de segmenter. Ça veut dire que les personnes qui ont un risque faible, les gens qui n'ont pas de lunettes, vous leur demandez de payer une prime à 70, mais l'assureur, à côté, il propose une prime à 35. C'est possible que les gens décident d'aller chez lui. Okay, et vous restez avec vos assurés qui, en moyenne, ont plutôt une prime qui devrait être à 110. Vous leur demandez de payer 70, vous allez perdre de l'argent. Donc, ne pas segmenter, c'est très dangereux d'un point de vue économique. Et donc, il y a des incitations fortes, en tout cas, du marché pour qu'il y ait une segmentation et qui peut justifier souvent d'un point de vue. Je pourrais juste. Il y a des cas pour lesquels c'est interdit de segmenter. Okay, un exemple classique en France, c'est les catastrophes naturelles. Okay, si vous regardez dans la Constitution, donc je vous ai mis ici l'article du préambule de la Constitution qui dit que la nation programme la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des catastrophes nationales. Donc les catastrophes naturelles, les inondations, la sécheresse, sont couverts de manière solidaire. Alors la solidarité, elle est un tout petit peu tordue dans le sens où c'est un pourcentage de la prime multirisque habitation. Okay, donc si jamais vous avez une prime multirisque habitation qui est importante, parce que vous habitez au rez-de-chaussée en ville, même si vous êtes dans une ville qui n'est pas inondable, dans ces cas-là, votre prime multirisque habitation sera élevée. Dans ces cas-là, vous avez payé une prime associée à ce risque d'inondation qui peut être importante. Mais l'idée est de dire que vous n'avez pas à segmenter en fonction des zones à risque, par exemple. En tout cas, c'est tel qu'est pensé le mécanisme de catastrophe naturelle en France, c'est ça. C'est de dire qu'il y a une solidarité obligatoire et qu'on n'a pas le droit de segmenter en disant les personnes qui habitent dans une zone inondable devraient payer beaucoup plus cher de primes que les gens qui n'y habitent pas. D'accord ? Donc ça peut se questionner, mais des fois, il y a des principes qui sont énoncés d'un point de vue politique qu'il faut tout simplement respecter. Okay, donc ici, on était dans cette population avec cette hétérogénéité, donc on pourrait la justifier. Okay, il y a une partie du travail de l'actuaire qui va être de dire je vais essayer de proposer un tarif qui ait du sens, okay, d'un point de vue économique, que je pourrais expliquer à des courtiers d'assurance. Donc peut-être que mon histoire d'assurer à lunettes, elle a du sens. Maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si ma segmentation, elle n'était pas basée sur les lunettes, mais elle est basée sur le genre. Okay, donc ici, si j'ai un groupe de femmes, j'ai un groupe d'hommes, qu'est-ce qui se passe si jamais les femmes ont une sinistralité qui est très différente de celle des hommes d'un point de vue statistique? La logique dirait, on va segmenter. Alors, il s'avère qu'on n'a pas le droit. Il y a une directive européenne qui interdit de segmenter entre les hommes et les femmes. D'accord ? Donc, la question ne se pose même plus. On n'a pas le droit de le faire. Maintenant, ça ne veut pas dire que les prix qu'on propose seront éthiquement, algorithmiquement fair, juste. Essentiellement parce que derrière, on a d'autres variables qui peuvent être utilisées pour la segmentation et qui peuvent refléter le genre, en fait. D'une manière un peu simpliste, le genre est très corrélé avec la puissance de la voiture. Okay, donc, si jamais les voitures plus puissantes coûtent plus cher en termes de prime d'assurance, bah forcément, les hommes vont payer une prime plus élevée, mais ce n'est pas parce qu'ils sont hommes, c'est parce qu'ils conduisent des voitures plus puissantes. D'accord ? Donc, la notion d'équité et de discrimination, elle est compliquée en assurance, essentiellement parce que les variables pour lesquelles on n'a pas le droit de discriminer sont très corrélées avec beaucoup d'autres variables. Ce qui avait été montré sur les données, par exemple, en télématique. En télématique, ça veut dire les boîtiers GPS qu'on mettait dans les voitures, c'est qu'on pouvait retrouver qui étaient des hommes et qui étaient des femmes, essentiellement, non pas à cause de style de conduite, mais à cause d'habitude de conduite. Okay, c'est que les femmes faisaient souvent des trajets plus courts que les hommes. C'est souvent les femmes qui déposaient les enfants aux activités du mercredi, et ce genre de choses. Donc, c'est très cliché. Après, les actuaires adorent les clichés, okay, puisque créer des classes tarifaires, ça va être très, très lié à se raconter des histoires et pouvoir justifier un tarif avec une théorie, enfin plutôt une histoire qui fait sens. Okay, mais c'est quelque chose d'important. Alors, je vais aller un tout petit peu plus loin sur ces histoires de segmentation, parce que c'est la question qui se pose de manière importante depuis une dizaine d'années aux assureurs. La segmentation, comment ça va marcher? Donc, on a vu qu'il fallait s'amuser à regarder en fonction de certains critères. Donc, d'un point de vue pratique, comment ça se passe? Donc, mon assureur de tout à l'heure, il fait face à plusieurs assurés. On va aller demander des informations à chacun. Donc, par exemple, ici, j'ai un assuré, je vais lui poser un certain nombre de questions. Donc, c'est les formulaires qu'on remplit au début, où on donne des informations. Donc, par exemple, on dit où on habite. Okay, donc, on donne son adresse. Généralement, quand vous donnez votre adresse, l'assureur peut avoir accès à plein d'informations. Il peut récupérer des coordonnées spatiales. Okay, et à partir de là, il peut regarder comment sont les routes autour. Est-ce qu'elles sont plutôt en bon état, plutôt en mauvais état? Est-ce que c'est plutôt des petites routes de campagne mal entretenues sur lesquelles on peut aller très vite, ou au contraire des petites rues assez étroites pour lesquelles on est limité à 30 km/h? Est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents qui ont été observés dans cette zone-là? On peut s'intéresser à la distance entre la maison et le lieu de travail. Okay, avoir une personne qui habite à une distance raisonnable de son lieu de travail, on se doute qu'elle ne va peut-être pas utiliser sa voiture tous les jours. Par contre, si elle habite loin, ça veut dire qu'elle va conduire beaucoup plus. Okay,
Donc ça peut être utile pour moduler la prime en disant quelqu'un qui conduit beaucoup plus, ça serait logique qu'il paye un peu plus. Et encore une fois, ça reste relativement équitable, j'ai envie de dire, de supposer qu'on fasse payer aux gens qui ont une conduite plus risquée, peut-être un peu plus cher. Alors, on peut regarder s'il y a un garage fermé. Encore une fois, si vous avez une assurance vol à l'intérieur, c'est quand même généralement plus difficile de se faire voler une voiture dans un garage fermé que dans un garage ouvert. Okay. On va poser des questions sur le type de véhicule. Donc, on va lui demander éventuellement son numéro de carte grise, puis à partir de là, on pourra extrapoler toutes sortes d'informations sur la puissance du véhicule, l'ancienneté de la voiture, sa valeur à l'Argus. Encore une fois, si vous avez une assurance dommage, la valeur à l'Argus, c'est une information importante. Est-ce que c'est un diesel ou une essence? Donc ça peut être une information importante parce que généralement, ce qui a été montré, c'est que les diesels, les gens les achètent parce qu'ils conduisent plus. Donc historiquement, c'était un proxy de la distance que vous parcouriez. Maintenant, la question peut être posée. Il y en a qui peuvent poser la question, est-ce que vous vous engagez à conduire moins de 10 000 km dans l'année? Et dans ces cas-là, il y a un engagement qui est pris, alors qui peut être vérifié ex post. Une fois que vous avez un accident, si vous avez conduit trop de kilomètres, vous allez être pénalisé. Il y a des assureurs qui ont montré que la couleur extérieure du véhicule pouvait, non pas expliquer la fréquence d'accident, mais pouvait en tout cas être très lié à votre style de conduite. D'accord. Donc il y a pas mal d'informations comme ça qui peuvent être utiles. Alors après, tout se discute. Encore une fois, la couleur, vous pourrez vous dire, mais je l'ai acheté d'occasion, c'est la seule couleur qu'il y avait, c'est pas ma faute. Okay, mais encore une fois, l'idée, le travail de l'actuaire, c'est d'essayer de créer des espèces de catégories, de classes relativement homogènes, dans lesquelles les gens vont être placés en disant, c'est sûrement leur type de risque, et comme on pense qu'ils sont de ce type-là, dans ces cas-là, on va leur demander de payer ça. Okay, donc je vais revenir un tout petit peu là-dessus, parce que c'est des choses qui changent avec le temps. Okay, mais on va le demander pour tout le monde. D'accord. Donc toute personne qui va vouloir souscrire une police, dans ces cas-là, je vais lui demander des informations sur l'endroit où elle habite, éventuellement sur elle, sur son véhicule et ce genre de choses. D'accord. Donc je vais comme ça constituer une base de données. D'accord. Donc chaque individu va se retrouver dans une ligne dans laquelle je vais avoir toutes sortes de variables qui vont être les variables que je vais pouvoir créer à partir des informations qui me sont données. La personne me donne sa date de naissance, dans ces cas-là, j'ai son âge. Et il s'avère que je peux observer plein de choses sur l'âge des assurés. Par exemple, vous avez cette courbe-là qu'on observe. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. En bleu, c'est l'exposition dans un portefeuille, c'est-à-dire le nombre de personnes en fonction des âges. Donc, tout à gauche, vous avez 18 ans. Tout à droite, vous arrivez jusqu'à 80 ans. Donc, on voit qu'on a une population plutôt de personnes de 30, 45 ans. Et la courbe en rouge, c'est la fréquence de sinistre. Donc, on voit que les très jeunes conducteurs, alors ça commence très, 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 très haut. Généralement, ça diminue. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Okay. Donc, effectivement, un assuré qui vient d'avoir 18 ans, il n'a pas beaucoup d'expérience de conduite. Donc, sa fréquence de sinistre est beaucoup plus importante. Généralement, il apprend. Et ça fait partie, à mon avis, du processus. Donc, il apprend à conduire. Donc, tout d'un coup, la fréquence de sinistre baisse. On atteint une espèce de plateau vers 35-40 ans. On a généralement une petite hausse qu'on observe aux alentours de 45-50 ans, alors plutôt chez les mères de famille. Alors, la raison est très simple, c'est que souvent, ce sont les mères qui prêtent la voiture aux enfants, aux fils, qui va avoir un accident. Donc, les jeunes garçons, on le sait, sont beaucoup plus sinistrés que le reste de la population. Et c'est ce qu'on observe, cette petite bosse, c'est ce qu'on observe ici. Et après, alors les âges très élevés, c'est une grande part d'incertitude pour les assureurs. C'est que les populations âgées sont très hétérogènes, puisqu'à la fois, on peut retrouver des gens qui sont très à risque, essentiellement pour des problèmes de perte de vigilance et ce genre de choses, mais aussi des personnes qui souvent conduisent moins. C'est qu'elles n'ont pas forcément à aller au travail tous les jours. Donc éventuellement, ils ont une voiture qui est là, mais qui leur permet juste d'aller faire les courses ou ce genre de choses. Donc, il y a des personnes qui ont une voiture, mais qui ne l'utilisent pas trop. D'autres, au contraire, qui continuent à l'utiliser beaucoup. Donc, on a une population qui est très hétérogène. Donc, les personnes âgées sont un problème un peu spécifique en assurance. Et on a ces données. Les données, c'est quelque chose d'essentiel pour les assureurs. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que les assureurs ont été presque les premiers à collecter des données. Si vous revenez sur l'origine étymologique du mot actuaire, les actuaires étaient là pour faire des registres. En fait, ils tenaient des registres de toutes sortes d'informations sur les décès, sur toutes sortes de choses. Le Lloyd's, qui est aujourd'hui un des plus gros assureurs au monde, à la base, c'était un pub dans lequel les armateurs venaient juste donner des informations sur là où étaient les bateaux. Et ce stockage de données, c'est important. Donc là, on retrouve des tables de mortalité. Par exemple, les premières tables de mortalité, on va retrouver des gens comme Halley, connu pour sa comète, mais qui à la base avait travaillé beaucoup sur les problèmes de mortalité, qui s'amusait à traîner dans les cimetières pour observer les dates de décès, les dates de naissance, pour voir l'âge auquel décédaient les gens. Et ça a permis comme ça de mettre en place les premiers contrats d'assurance décès, de mettre en place les premières rentes. Parce que pour faire des rentes, il faut savoir quand est-ce que les gens commencent à s'arrêter de travailler et ils décèdent. Donc on a besoin de la période de couverture, on a besoin de la modéliser.
En plus, on s'est rendu compte qu'il y avait des lois. Donc ça, c'était un vrai problème d'un point de vue philosophique, j'ai envie de dire. C'est que commencer à dire qu'il existe des lois mathématiques sur les décès des gens, quand on pense que dans des sociétés qui sont quand même très fortement catholiques, ça pose problème. C'est que normalement, le décès est décidé par Dieu. Si on commence à dire qu'il y a des lois mathématiques qui sont presque au-dessus de Dieu, ça finit par poser des questions. D'accord ? Donc, on a beaucoup de choses. Alors, il y a peut-être une petite parenthèse que je pourrais aussi entrouvrir ici sur le fait que les assureurs ont aussi réussi à proposer des contrats d'assurance sans avoir de données. Okay ? Il y a un très beau livre qui revient là-dessus, sur l'histoire de la formule de Bayes. Donc, la formule de Bayes est une formule relativement populaire en probabilité. Vous l'avez sûrement vu quand vous avez vu les probas conditionnels. C'est ce qu'on voit quand on parle de Monty Hall, par exemple, le paradoxe de Monty Hall avec les portes où derrière il y a une chèvre et une voiture. Okay ? Donc, c'est la formule de Bayes qui est derrière. En fait, l'assurance aviation, par exemple, a été lancée alors même qu'il n'y avait pas eu d'accidents commerciaux. Okay ? Donc, le livre revient un peu sur l'histoire justement d'Arthur Bailey, qui avait été un des premiers à proposer cette assurance aviation, juste en construisant des modèles sans données. D'accord ? Donc, c'est possible de faire de l'assurance sans données, mais normalement, les assureurs aiment les données. À la base, ils sont tous formés en statistique et c'est pouvoir utiliser ces données-là. L'autre possibilité, alors j'en parle un tout petit peu rapidement et avec un tout petit peu d'humour, enfin, c'était Ramsell qui avait dit cette théorie du fait qu'il y avait il y a les choses qu'on sait savoir, il y a les choses qu'on sait ne pas savoir, il y a les choses qu'on ne sait pas ne pas savoir. Et en fait, c'est exactement la même chose en assurance. C'est quand on est en assurance, on fait aussi beaucoup d'extrapolation. On essaie d'imaginer des scénarios possibles. Donc là, je vous ai fait plutôt l'assurance automobile, mais il y a des risques qu'on essaie d'imaginer en disant, on va essayer d'imaginons le pire des scénarios sur un incendie dans un stade. Et on essaye de voir un petit peu ce qui pourrait se passer. Donc l'idée des assureurs, c'est aussi d'extrapoler sur des choses qui n'ont jamais été observées dans les données. Donc ça fait partie du travail des actuaires. Donc pour revenir sur mon histoire de segmentation, quand même, le but de ces bases de données, c'est de créer des classes tarifaires qui sont relativement homogènes. Donc historiquement, on s'amusait à créer des groupes en disant, vous venez avec vos caractéristiques, vous me dites où vous habitez plutôt en ville, très bien, dans ces cas-là, vous serez plutôt dans ces catégories-là. Vous êtes plutôt jeune, vous avez des enfants, vous avez un véhicule plutôt puissant, et dans ces cas-là, je vous mets automatiquement dans un groupe qui est supposé vous ressembler parce qu'en fait, vous avez à peu près les mêmes caractéristiques. Alors, les caractéristiques profondes de risque, je ne les vois pas, mais je vois qui vous êtes, je vois ce que vous conduisez, je vois où vous habitez, ça me met dans des cases. Okay ? Donc, on pourrait se dire que c'est un petit peu arbitraire, cette histoire de stéréotypes. Encore une fois, les actuaires aiment ces stéréotypes parce que c'est la seule chose qu'on avait le droit d'utiliser historiquement. Maintenant, on commence à voir arriver des primes qui sont personnalisées, qui consiste à dire qu'en fait, quand vous arrivez, je ne vais pas vous proposer un prix qui est associé à votre groupe, je vais vous proposer une prime qui sera unique pour vous, juste à cause de là où vous habitez de manière très précise, exactement la voiture que vous conduisez. Vous avez pris telle et telle option, ça veut sûrement dire quelque chose sur vous. Et ça pose plus de questions. C'est qu'en fait, mes catégories précédentes, elles étaient stéréotypes dans le sens où j'avais une espèce d'individu type qui était dedans. Quand on commence à faire des primes qui sont personnalisées, en fait, je n'ai plus personne pour me dire quelle serait la prime d'un individu de ce type-là, essentiellement parce que je ne sais même pas si cet individu existe dans ma base. Et ça pose un problème. Je vous ai mis ici deux images. Peut-être que certains d'entre vous les reconnaissent. C'est Norman et Norma, qui sont deux statues qui se trouvent à Cleveland, qui ont été construites par un artiste et par une personne qui prenait des mensurations d'individus. Et en fait, ils se sont amusés à prendre des milliers de personnes et à prendre toute leur mensuration. Donc, on prend leur tour de tête, la taille de leur nez, la taille de leur menton, la hauteur des oreilles, toutes sortes d'informations. Donc, vous prenez des milliers de mesures comme ça. Ils ont pris l'individu moyen. Donc, ils se sont dit, je vais prendre les informations moyennes sur un homme et je vais construire l'homme moyen. L'homme moyen, c'est un concept qui date de Quetelet. Quetelet avait proposé ça. Donc, Quetelet, c'est un grand statisticien belge qui a été le premier à utiliser les statistiques, disons, dans un cadre de sciences humaines, qui consistait à dire qu'il y a des individus moyens, puis il y a des individus un peu extrêmes. Là, la question était, est-ce que je peux créer cet individu moyen ? Et le seul problème, c'est qu'en fait, l'individu moyen, il a été créé en très grande dimension, dans le sens où j'ai pris énormément de mesures. Donc, il est moyen sur toutes sortes de mesures. Et le jeu qui avait été proposé à la fin à Cleveland, ça avait été de dire, on va essayer de trouver monsieur et madame tout le monde. Dans le sens, on va essayer de trouver cet individu moyen. Ils ont lancé un grand concours en disant, messieurs, madame, écrivez-nous, envoyez toutes vos mensurations, et on va essayer de trouver la personne la plus proche de Norma et de Norman. Et en fait, ça posait un souci, c'est qu'en fait, ils n'ont trouvé personne. C'est qu'il n'y a personne qui soit moyen dans toutes les dimensions. Ça avait été observé également à la même époque par l'armée de l'air américaine, où ils avaient essayé de configurer des cockpits d'avion de manière à plaire à monsieur tout le monde, sauf qu'il n'y a aucun pilote d'avion qui était monsieur tout le monde. Il y en a toujours un qui avait un problème, et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient trop d'accidents, essentiellement parce qu'il y avait des leviers qui étaient positionnés à des endroits où en fait personne
ne pouvait, en tout cas quelqu'un qui était à l'aise au niveau des pieds n'était pas à l'aise au niveau des bras. Et on avait ce problème qui était en essayant de faire plaisir à tout le monde, on faisait plaisir au final à personne. Et le fait que cet individu moyen n'existe pas, bah, ça pose beaucoup de problèmes pour les acteurs parce qu'on ne peut plus se raconter d'histoire. Je ne peux plus me dire, OK, un individu qui sera un jeune conducteur qui habite en ville, sa prime, elle sera à peu près à temps. Tout d'un coup, quelqu'un arrive et on me donne un montant et je ne suis même pas capable de pouvoir vous dire si jamais il est cohérent avec une espèce d'heuristique que je me créerais. Donc ça, c'est le gros problème que pose en tout cas les algorithmes qui changent. En fait, tout ce que je vous ai présenté, ça se faisait historiquement avec des modèles de régression très très simples qui sont utilisés depuis plus d'un siècle en économie. Mais on voit arriver tous ces algorithmes d'apprentissage, en particulier, on voit tous les acteurs ont les yeux qui brillent quand Google parle de ces prévisions complètement insensées. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un assureur, en fait, n'a pas besoin de savoir qui va avoir un accident. Le but n'est pas de savoir qui va avoir un accident, le but est de pouvoir calculer de la manière la plus proche, la plus propre possible et d'être le plus proche possible de la vraie probabilité d'avoir un accident. Okay. Ce qui est important, c'est que j'ai besoin de savoir, non pas si vous aurez un accident, fondamentalement, je m'en fous, okay, je vous traite comme un individu parmi tous les autres, mais c'est plutôt, pour calculer ma prime en tout cas, est-ce que votre probabilité d'avoir un accident, elle est plutôt à 13,48% ou plutôt à 17,56%? Essentiellement parce que c'est cette probabilité qui va me permettre de calculer cette prime. Okay. Donc, si jamais vous êtes à 17 et quelques pourcents, dans ces cas-là, vous devez payer sûrement une prime qui est plus grande que si vous étiez à 13. Donc, on a besoin d'avoir des probabilités relativement précises. Et en fait, on se rend compte que les algorithmes classiques de machine learning et d'apprentissage, finalement, marchent assez mal là-dessus, en tout cas. Mais l'assurance va toujours fonctionner, essentiellement parce que même si vous mettez tous les meilleurs algorithmes du monde, vous ne pourrez jamais savoir qui aura un accident. En tout cas, un an à l'avance. Okay. C'est comme ça que fonctionne l'assurance. On fixe la prime au début de la période de couverture. Un an avant, on doit savoir qu'il y aura un accident. Normalement, je ne peux pas le savoir et je n'ai même pas envie de le savoir, en fait. Okay. Pour que l'assurance fonctionne, il faut qu'il existe encore cette incertitude au niveau individuel. Mais d'un point de vue global, moi, j'ai besoin de savoir combien de personnes vont être touchées et quelle est la probabilité de chacun. La probabilité, elle est importante pour que le principe soit juste. Okay. C'est que si jamais quelqu'un n'a que 2% de chance d'avoir un accident, ce serait normal qu'il paye 5 fois moins que quelqu'un qui a 10% de chance. Okay. Alors, ces histoires ne sont pas complètement nouvelles non plus. En fait, c'est exactement ce que raconte Durkheim dans sa réflexion sur le suicide. C'est de dire, OK, au niveau individuel, je ne suis pas capable de prédire qui va se suicider. La seule chose, c'est que globalement, si vous me donnez une région ou un pays, je suis capable de vous dire exactement combien de personnes vont se suicider. Et c'est exactement la même chose. Alors, il y a une grande différence entre le suicide et l'assurance. C'est que dans le suicide, il y a une part d'intentionnalité. Okay. Normalement, les accidents que vous avez, vous n'êtes pas tenu d'être responsable. Okay. Mais la question, elle est à peu près la même. C'est de dire au niveau individuel, il y a de l'incertitude. Je ne peux pas savoir qui va avoir un accident, je ne peux pas savoir qui va se suicider, mais il s'avère que la statistique me permet d'avoir des lois dans lesquelles je peux avoir vraiment confiance et qui me permettent de garantir avec une précision très très fine combien de personnes vont effectivement se suicider ou avoir un accident. Okay. Alors, c'est exactement les courbes que je vous montrais tout à l'heure sur ma distribution des fréquences de sinistres. Je vous l'avais fait uniquement avec 200 personnes, donc on avait une variabilité qui est très forte. Mais quand vous êtes des mutuelles avec plusieurs dizaines, centaines de milliers d'assurés, dans ces cas-là, votre incertitude, elle diminue beaucoup. Alors certes, la fréquence, vous la maîtrisez très très bien, il y a une grande incertitude qui vient du coût, et dans ces cas-là, ça va me rajouter de l'aléa. Mais on a une précision très très fine de la probabilité que chacun sera touché, alors qui repose sur des hypothèses. J'ai passé les théorèmes de maths, mais en fait qui repose sur une hypothèse d'indépendance. Quand on casse l'idée d'indépendance, et c'est le problème des catastrophes naturelles, c'est quand il y a une catastrophe naturelle qui survient, tout le monde dans une région est touché. Okay. Alors, fort heureusement, généralement, on peut quand même diversifier, en tout cas à l'échelle d'un pays. Mais on peut repenser à la Covid. La Covid a touché tout le monde. Si jamais je pense à l'assurance dommage, il y a beaucoup de monde qui ont eu son restaurant fermé, tout simplement parce que ça a été décidé au niveau national. Et donc, il y a eu des pertes d'exploitation qui ont été observées auprès de tout le monde. Alors, ça a été il y a beaucoup de discussions. Je ne vais pas rentrer dans les débats pour savoir si c'est les assureurs de payer ou pas, mais c'était des questions qui ont été soulevées. Donc voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là sur mes questionnements, mais l'assurance est au cœur de ces questionnements sur les incertitudes. Okay. La statistique permet de donner des lois et de maîtriser un petit peu certains, mais il faut juste comprendre que l'assureur, quand il décide de prendre le risque des assurés, l'assureur prend le risque. D'accord. C'est lui qui se retrouve à devoir potentiellement payer beaucoup plus que ce qu'il pensait payer. Et donc, forcément, ça peut créer à l'occasion des tensions. Je vais m'arrêter là et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. À bientôt.